Je crois que dans toutes les expositions que j'ai vues d'artistes, il y en a deux qui m'ont vraiment marqué. La première, c'était il y a pas mal d'années, une exposition des dessins de Léonard de Vinci au Louvre. Et c'était absolument fascinant parce que à côté de croquis sur toute une bataille, il était capable de passer un temps incroyable à dessiner simplement une fleur. Tout ce que l'on peut voir en reproduction, c'est extrêmement faible par rapport à la finesse de son travail, quand il travaillait entre autres à la pointe sèche. Et il y avait une partie où il faisait des personnages grotesques. C'est-à-dire que le même artiste qui cherche à dessiner un idéal de beauté, comme on le voit dans beaucoup de ses tableaux, prenez aussi plaisir à dessiner des personnages très proches de caricatures, comme ce que vous voyez ici. Ou bien, dans l'image suivante, voilà, là, vous pouvez un petit peu sentir tout le travail de modelé de Léonard de Vinci. Mais on est ici pour parler de Richard Corben. Et Richard Corben, je fais pas un parallèle pour moi au hasard. C'est la deuxième exposition, je crois vraiment, qui m'a énormément marqué à Angoulême, il y a 2 ans, avec une sélection de tout son travail qui venait de collectionneurs. En bref, c'est une exposition que l'on ne reverra jamais. Et c'est un artiste qui était capable d'aller vers du réalisme, mais sans jamais perdre de vue l'expressivité, entre autres pour les visages. C'est ce que vous voyez ici. Donc des fois il travaillait d'après photo, il a même fait du culturisme à un moment parce qu'il dessinait des personnages très très musclés et pour être lui-même son propre modèle. Et là vous voyez que ce personnage qui est en train de lutter avec les requins au niveau de l'expression de son visage, c'est absolument fascinant. Avec des couleurs américaines, on en reparlera. Alors, Corben, c'est aussi beaucoup d'érotisme que j'ai découvert. Ça, je me rappelle, c'était une série de posters qui avait été reproduits en noir et blanc, qui était vendus dans Crépi, que je n'ai pas acheté quand j'étais adolescent. Je devais trouver ça un petit peu cher, etc. Et je regrette ça aujourd'hui. Mais je vous invite vraiment à bien regarder son travail au niveau des ombres. C'est extrêmement personnel, sa façon de faire les ombres. C'est un modelé qui est très très puissant et où il fait des choses qui sont vraiment pas du tout faciles à gérer. Si par exemple je peux zoomer sur le visage du personnage, malgré la baisse de résolution du coup, vous voyez un petit peu tout ce qui se passe au niveau du nez, de l'ombre de la paupière. C'est extrêmement difficile d'arriver à reproduire quelque chose comme ça avec et de rester dans la lisibilité. Alors voilà, Corben, au niveau de son travail de couleur, c'est un Américain. Donc des fois il y a un côté pop art, même mauvais goût, des mauves comme ça, c'est très très violent comme beaucoup de choses qu'il fait. Et c'est aussi quelque chose que j'aime, quoi. C'est qu'on n'est pas dans le politiquement correct. Avec d'ailleurs une femme qui n'a pas une poitrine très développée, parce que Corben, quel que soit le sujet, faisait toujours des poitrines très développées. Voilà, quand je parle des expressions, c'est ce côté limite caricatural, mais qui donne tout le temps une vie incroyable à ces personnages. Là aussi, quand il travaille avec un noir et blanc extrêmement contrasté, et avec une mise en couleur là où il est passé sur l'ordinateur, parce qu'il a fait énormément de techniques pendant toute sa carrière. C'est ce qu'on voyait dans l'exposition d'Angoulême. Par exemple, à un moment, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, il travaillait en gris, puis il imprimait en bitmap pour avoir que des petits points, pour retravailler par-dessus, pour rescanner derrière. C'était vraiment un explorateur. C'est vraiment ce que j'ai découvert dans cette exposition qui était merveilleuse. Et d'ailleurs, le livre qui a été créé à l'occasion de cette exposition est vraiment superbe. Et je pense qu'il est complètement épuisé aujourd'hui.
Ça, c'est une pochette de disque de Meat Loaf que j'avais acheté uniquement parce que j'avais trop kiffé la pochette. J'ai pas aimé le disque et comme un imbécile que j'étais, que je peux toujours être aujourd'hui, quand j'étais ado, du coup, j'ai revendu le disque à un copain, mais la pochette est vraiment superbe. Mais là, les couleurs ne rendent pas tout à fait compte de la puissance. Je me rappelle très bien de la transparence des ailes de la chauve-souris, quoi. C'était vraiment magnifique. Ça, c'est une des plus belles histoires en bande dessinée au niveau narratif. C'est une histoire qui a été publiée dans Crépi, parce qu'à l'époque, donc, je lisais avec plaisir Crépi et Herry, qui reproduisaient donc les bandes dessinées de Corben pour l'éditeur Warren. Et des fois, c'était d'ailleurs très mal imprimé. Il y a eu des histoires en couleur qui ont été publiées en noir et blanc, etc. Mais ça a été vraiment, je sais pas, j'avais 14 ans, c'était vraiment une révélation, son travail. Cette histoire, c'est un chef-d'œuvre narratif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous voyez, il y a une colonne à gauche et une colonne à droite. Dans la colonne à gauche, on voit un personnage donc c'était en numéro de Noël, qui est un Père Noël très violent. Et dans l'histoire de droite, il y a un policier qui est un peu le héros de l'histoire, qui vit d'autres scènes. Évidemment, donc le scénario n'est pas de Corben, mais évidemment, ces deux personnages vont finir par se rencontrer. Et là où c'est extrêmement bien conçu au niveau de la narration, c'est qu'ici, vous avez un dialogue, qui est le dialogue du père de ce Père Noël psychopathe avec sa femme. Et ici, vous avez un dialogue entre la femme de ce policier, ils sont divorcés, et sa fille. C'est-à-dire que si on prend juste deux cases, vous avez deux personnages, un personnage, deux autres personnages, un personnage. Et tout le travail narratif du scénariste avec Corben a été de créer une espèce de lecture à plusieurs niveaux. Et évidemment, à la fin, tout se rejoint, mais avec ces textes off qui apportent une coloration, vraiment une distance par rapport à l'histoire et un autre éclairage. C'est vraiment un chef-d'œuvre, une histoire de 8 pages, je crois, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Et ce qu'on voit aussi dans le travail de Corben, c'est ce côté où il se libère du réalisme dans les mouvements. Il y a beaucoup de déformations. D'un seul coup, il va faire des grosses fautes d'anatomie. Mais tout ça pour être plus efficace au niveau du mouvement, de la violence et du dynamisme. Donc voilà, encore, vraiment les couleurs sont absolument pourries sur ce que j'ai trouvé sur Internet, mais je peux pas scanner mes 15 albums ou 20 albums de Corben. Donc c'est toujours la même histoire. Et en fait, là c'est la fin où tout va se rejoindre, c'est-à-dire que voilà, enfin le policier arrive dans la partie avec le Père Noël. Il y a toujours ces dialogues qui apportent quelque chose de très différent, avec en plus une petite fille qui a l'âge de la petite fille du héros, où la mère à la fin dit « Mais je suis certain que ton papa il pense beaucoup à toi en ce moment, au moment de Noël ». C'était vraiment bien, ça avec Crépi, c'était quand il faisait un numéro sur Noël, c'était assez gore. Donc voilà, quand je parlais des poitrines dessinées par Corben, même s'il fait un visage assez classique, toujours très expressif. Là, je trouve que même si c'est dans une expression qui est absente, enfin, on sent tout le côté sérieux, et puis il rajoute comme ça quand même toujours une espèce d'obsession mammaire. Je trouve ça, j'aime beaucoup les artistes qui ont des obsessions comme ça. Ça, c'est aussi un autre chef-d'œuvre de Richard Corben. C'est l'adaptation du poème The Raven d'Edgar Allan Poe. Il faut savoir que ce poème est vraiment considéré dans la littérature anglo-saxonne comme un des fondements de la poésie, car pour Edgar Allan Poe, le sujet du poème était le poème lui-même, c'est-à-dire que c'était pas raconter obligatoirement quelque chose. Et là, il y a un travail qu'a fait Corben, et il l'a réadapté après, mais j'aime moins ce qu'il a fait par la suite, qui est magnifique. Les couleurs, là aussi, ne rendent vraiment pas compte
ce qu'il y avait dans l'album. Parce que c'est très difficile d'adapter un poème, d'adapter une chanson. Et en fait, il arrive à raconter une autre histoire, à rajouter des intentions en tout cas, par rapport au poème original d'Edgar Allan Poe. Et c'est beaucoup plus réussi que beaucoup de choses que l'on a pu voir quand il y a des albums comme ça qui sortent avec les chansons de tel ou tel chanteur. Et encore une fois, j'attire votre attention sur tout le travail de modelé de Corben, là, quand on voit la case du milieu avec ce visage qui est éclairé à moitié en jaune, à moitié en noir. Quand on dessine, on sait que placer des ombres noires comme ça, c'est vraiment très 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 difficile. Et c'est vraiment quelque chose qu'il a travaillé tout le temps depuis le début, quand on voit ses premiers dessins. Et il arrivait à utiliser comme ça des éclairages, un petit peu de cinéma peut-être, et vraiment à les maîtriser, quoi. Et c'est impressionnant. Là, à nouveau, bon, les images sont pas terribles, mais juste pour montrer le personnage à gauche, qui est quelqu'un de très puissant, mais qui est un simple d'esprit, et comment les déformations sur le visage le rendent sympathique. Enfin, on a de l'empathie pour lui, c'est quasiment Quasimodo. Même si vous regardez la tête du cheval aussi, c'est puissant comme les chevaux dessinés par Goya. Et ben ça, c'est la dernière affiche. Donc là, qui était donc cette exposition d'Angoulême. Cette affiche, je l'ai en très très grand dans mon garage. Donc là, il est passé sur Photoshop, parce que je vous parlais un petit peu de cette technique, avec un rendu un petit peu plus lisse. C'est une affiche très très originale pour Angoulême. J'attire votre attention sur les doigts de pied du petit gamin qui est en train de lire Tales from the Crypt. Donc il est en train de lire des bandes dessinées d'horreur, et déjà sa tête est extrêmement expressive, mais alors les doigts de pied sont absolument magnifiques. Et puis alors j'ai eu l'occasion de découvrir 2-3 peintures à l'huile dans cette exposition, qui sont magnifiques. Et donc voilà, en plus c'est quelqu'un qui, si ça avait été son intérêt, pouvait faire une carrière en tant que peintre. Enfin, la matière est magnifique, la lumière est vraiment très très bien à nouveau ressentie. C'est vraiment de la peinture. En plus là, il est pas du tout dans le perfectionnisme. Enfin, on sent un côté flou, un côté croquis. Alors que quand on voyait des affiches, que j'ai vu des couvertures d'albums dans cette exposition, je regardais de près, je cherchais les traces de pinceau, je me disais, mais c'est pas possible, c'est des reproductions de couvertures, ça peut pas être les originaux, tellement son travail, entre autres à l'aérographe, était absolument parfait, enfin, sans aucune erreur, et en même temps, là, quand il a envie de peindre, eh ben, il peint. Donc ça, c'est pour revenir sur sa technique de couleur. Pendant très longtemps, comme Corben n'a pas été satisfait des couleurs quand il faisait de la couleur directe et qu'il voyait la reproduction, donc je vous parle d'un temps où il n'y avait pas Photoshop, où la qualité de reproduction n'était pas la même qu'aujourd'hui, eh bien Corben, il s'est dit, bon, puisqu'on imprime en cyan, magenta, jaune et noir, eh bien moi je vais faire un original en cyan, donc en gris, un autre qui correspondra au magenta, donc au rose, un autre au jaune et un autre au noir. Donc il faisait quatre illustrations pour faire une illustration. Les 4, il les faisait en noir et blanc. Et c'est que une fois imprimé qu'il pouvait voir le résultat. Il lui a fallu, je crois, 10 ans pour maîtriser cette technique, mais du coup, partout dans le monde, quand son travail était imprimé, c'était exactement les mêmes couleurs. S'il avait pu rentrer dans la machine, je crois qu'il l'aurait fait. À nouveau, un petit strip où l'on voit l'expressivité des personnages. J'adore vraiment le visage de droite. Alors, des fois, comme ça, on sent une influence. Là, c'est pas vraiment Christopher Lee, mais souvent, il y a un côté comme Christopher Lee. Le nez est très, très grand, la bouche est vraiment lipue. Mais l'expression entre la femme qui
qui a une expression un petit peu plus neutre, juste étonné, mais ce personnage de droite, on sent qu'il se dit, tiens, pourquoi ça sonne, mais il n'est pas plus inquiet que ça. Et regardez à nouveau le travail au niveau des ombres et de la couleur. C'est vraiment très très fin. Et si on regarde aussi toutes les couleurs au niveau du visage, le bleu sur la barbe, c'est complètement en rapport avec la peinture de nu que l'on a vue tout à l'heure. C'est exactement la même chose. C'est exactement vraiment un côté peintre dans son travail. Une maîtrise de la couleur et de la matière. Encore un exemple dans un style un peu différent, quand il passe dans quelque chose de très noir et blanc, avec toujours des ombres très très fortes. Moi, en tant que professeur, je vois souvent des élèves qui essayent comme ça de mettre des ombres très très marquées avec du noir et blanc. C'est obligatoirement quelque chose qu'on teste quand on commence à faire de l'ancrage. Et puis souvent, en fait, on obtient des taches noires. Et ça fonctionne pas. Et chez Corben, ça fonctionne. Un autre exemple de son travail quand il fait vraiment du noir et blanc très très épuré, ça m'évoque un peu Comès, qui était publié dans La Suivre, avec Silence, La Belette. Et faut remarquer aussi comment il laisse jouer le blanc dans cette page-là. C'est vraiment très fin, et toujours des visages qui ont toujours ce côté grotesque, un petit peu déformé, avec un relief bien marqué. Quand on voyait l'exposition, on voyait bien toutes les retouches qu'il faisait des fois au blanco ou avec de l'acrylique blanche. Donc vraiment un souci perpétuel d'arriver à la bonne limite entre la matière et la lumière. Ça, ce sont des dessins beaucoup plus jeunes. Donc, typiquement, le dessin en bas est pas obligatoirement très réussi, là, justement, au niveau des ombres. Je pense que ça, c'est pour la première BD qu'il a voulu faire en couleur, qui avait été publiée dans Métal Hurlant, qui avait été une grosse claque à l'époque, quand tous ceux qui aimaient la BD et tous ceux qui étaient un petit peu dessinateurs, quand Corben est arrivé, c'était une grosse claque pour des gens comme Jean-Marc Rochette aussi, ou Liberator. Et on sent dans le personnage du dessus, même s'il est malhabile par rapport à ce qu'il a fait après, cette volonté d'ancrer le personnage dans une forme triangulaire, avec un menton très très prononcé, et de rechercher comme ça l'expression dans le regard, quelque chose de vivant. J'ai un Hellblazer où il y a une partie qui est racontée, mise en scène par Corben, et puis après c'est un autre dessinateur. Corben, c'est un huis clos en prison. C'est magnifique au niveau de la composition des pages, l'oppression qu'il arrive à nous transmettre. C'est très intéressant parce que quand on passe à un autre dessinateur qui fait très très bien son boulot, la différence c'est que Corben, quand il a repris comme ça, il fait des fois différentes séries, même Batman, il y avait des planches de bataille de Batman dans l'exposition, ça devient du Corben. C'est alors que d'autres dessinateurs, on sent qu'ils rentrent dans la saga, qu'ils se mettent au service de ce qui existe déjà. Corben, il fait vraiment du Corben, et son travail de découpage est vraiment extraordinaire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi chez David Sénou. C'est des gens comme ça qui arrivent à trouver des cadrages qui sont pas évidents, avec une utilisation des fois des gros plans, mais qui est extrêmement fine, parce que le gros plan c'est extrêmement casse-gueule, on peut perdre le lecteur. Donc voilà, ça c'était une BD publiée dans Crépi. Je me rappelle vraiment quand je vois là ce scan qui doit pas être trop mal, j'ai un peu des doutes. Je me rappelle que c'était imprimé, il y avait des gris qui disparaissaient, enfin c'était souvent trop noir. Mais
mais c'était vraiment un grand plaisir à chaque fois quand dans un numéro de Crépi, il y avait un épisode de Corben. Alors je voulais vous montrer cette image parce que là, Corben, donc ça c'est Den, donc c'était le truc qui était publié dans Métal Hurlant, où d'ailleurs c'était la parution s'était arrêtée à un moment, une scène, on se demandait qui allait s'en sortir, il a fallu attendre des mois pour des histoires de droit pour que l'album sorte en France. Corben, là, il l'a fait plusieurs fois, il fait un truc qu'on ne fait pas en bande dessinée. Quand en bande dessinée, on donne un coup, on montre généralement le trajet du coup de poing ou du coup de pied après le coup. Et il y a une espèce d'étoile au moment de l'impact, et c'est ça qui donne le mouvement. Et donner un coup et faire s'arrêter le mouvement à l'endroit de l'impact, c'est extrêmement difficile la plupart du temps. Ça va donner quelque chose de stérile au niveau de la dynamique. Ça va donner un sentiment que le coup n'est pas vraiment porté. Mais avec Corben, ça fonctionne. Il y a une autre scène où il donne un coup de poing, on voit le poing qui s'écrase sur le visage. Et là, il suffit de regarder en fait tout le corps de celui qui reçoit le coup, qui devient une espèce de blob, une espèce de chewing-gum, tellement c'est déformé par le coup. Voilà, Neil Adams, c'est aussi quelqu'un qui est très fort pour faire des mises en perspective. Mais là, il y a une mise en perspective et une violence qu'on comprend vraiment, nous aussi, dans la tête. Sachant que beaucoup de bandes dessinées de Corben sont extrêmement humanistes, même s'ils dessinent des personnages qui sont très musclés, etc. C'est pas du tout de la violence pour la violence, bien au contraire. Mais là, je vous montre juste des extraits. Après, il faut lire les albums. Donc voilà encore une des pages du poème de Le Corbeau d'Edgar Allan Poe, qui a été traduit par Baudelaire, qui est excellent. Les couleurs là aussi, ça rend pas hommage, mais c'est pas grave. Mais j'ai mis cette page pour la dernière case. À nouveau, il nous fait un éclairage de folie avec une lumière jaune qui arrive d'un côté, mais alors une grosse ombre noire que le lecteur doit relier au fait que le personnage est derrière une fenêtre. Et ça serait tellement facile, en voyant cette image, de se dire tiens, pourquoi il a une barbe d'un côté? Et ben non, on comprend que c'est une ombre, quoi. Et c'est vraiment du grand art. Et même s'il travaille d'après photo, comme moi ça m'arrive de travailler pour des commandes d'après photo, quand vous travaillez d'après photo, vous pouvez vraiment arriver à quelque chose de très froid. C'est absolument pas le cas. Il suffit d'aller zoomer et de voir tout le travail autour de la paupière et le volume de l'œil. En fait, cette partie de l'œil, au niveau de la rétine, est en relief par rapport au globe blanc. Et ben ça se sent. Voilà. Et c'est vraiment du grand art. C'est un souci du détail. Tout ça, j'ai envie de dire, juste pour faire de la BD, juste pour faire des BD d'horreur. Donc, c'est un grand maître qui est parti à l'âge de 80 ans, mais qui laisse énormément d'albums derrière lui, avec des succès commerciaux, des succès, pas des succès de confrères, mais des gros plantages. Quelqu'un qui a toujours été très libre et qui a beaucoup travaillé dans le milieu indépendant. Et c'est ça qui était assez génial aux États-Unis, c'est que même en faisant des fanzines, si vous intéressez 0,5% des lecteurs aux États-Unis, ça fait déjà beaucoup de monde. Voilà, je le remercie. Je le remercie vraiment pour toutes ces émotions qu'il m'a données adolescent, puis pour cette énorme claque, mais qui m'a beaucoup motivé dans cette exposition à Angoulême. C'était quelqu'un de très humble. Et d'ailleurs, une petite vidéo où il reçoit le prix, on lui annonce qu'il a le prix Angoulême. Limite autiste, Richard Corben. Mais voilà, merci pour son travail.